Ah, c'est déjà Jérôme Vimino, alors qui lui aussi est un militant de la chirurgie ambulatoire, mais qui est orthopédiste. C'est pas... Bonjour, je vous remercie de cette invitation. C'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de venir parler dans cette académie. Je vais vous parler de mon expérience. Je suis chirurgien orthopédiste à Haguenau et je vais essayer de vous convaincre que l'ambulatoire et la récupération rapide n'est pas qu'un effet de mode, mais que c'est quelque chose qui prend racine et qui fait du bien pour les patients et pour nous, pour notre milieu chirurgical également. En introduction, je voudrais avant tout dire que la récupération rapide ou l'ambulatoire, ce sont des vraies démarches qualité et que on n'a plus le confort d'avoir le patient dans un lit le soir pour se dire tiens, s'il se passe quelque chose, je l'ai sous la main, j'ai des infirmières qui sont là. Et donc ça impose quelque part de mieux faire et que tout ou presque doit être pensé et bordé avant l'intervention chirurgicale afin d'avoir un minimum de mauvaises surprises, les premiers étant gênés par les mauvaises surprises étant les patients eux-mêmes. Donc, en fait, c'est un transfert de confort des soignants vers le patient parce qu'on considère que le patient, il est mieux chez lui que dans un établissement hospitalier. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie ambulatoire ? Pour moi, c'est pas la chirurgie qui est ambulatoire. Je fais pas la chirurgie dans la rue, je fais la chirurgie dans un bloc opératoire, et pas plus l'anesthésie qui est ambulatoire. Par contre, parce que la chirurgie reste inchangée globalement, l'anesthésie aussi, et c'est la prise en charge du patient qui est ambulatoire. C'est le patient qui ne va pas dormir dans un établissement de santé, mais nous, notre rôle et notre métier finalement reste globalement le même. Et ce n'est pas forcément la chirurgie ou l'anesthésie qui vont décider du caractère ambulatoire de la prise en charge. Et qu'est-ce que c'est que la récupération rapide ? Alors on a parlé de récupération précoce, de réhabilitation précoce, de récupération améliorée. Ce sont différents termes qui veulent dire à peu près la même chose. Et c'est un ensemble de moyens qui permet l'amélioration de la prise en charge du patient périopératoire. Pour moi, c'est adaptable à tous les patients et adapté à tous les patients, on l'a vu, je ne suis pas le premier à le dire, et c'est adaptable et adapté à toutes les chirurgies. À mon avis, il n'existe aucune contre-indication aux techniques de récupération rapide. Encore une fois, je vais être un peu redondant, je suis le dernier à parler de ce que là, donc vous allez avoir plusieurs fois la même chose. Quelles sont les différences ? L'ambulatoire, c'est le mode de prise en charge où le patient finalement ne dort pas dans un établissement hospitalier et quel que soit l'acte chirurgical ou anesthésique qui va être réalisé. La récupération rapide, c'est toutes ces techniques qui vont permettre de diminuer la durée moyenne d'hospitalisation, dont l'aboutissement ultime finalement va être l'ambulatoire. Quelles sont encore les différences ? Pour moi, je pense que l'ambulatoire, c'est un but à atteindre, alors ou pas. Il y a des gens qui considèrent qu'il ne faut pas aller à l'ambulatoire. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que oui. Mais ce n'est pas forcément adapté, un, à tous les patients, et puis deux, à toute la chirurgie. On l'a vu, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'une DPC, on va peut-être avoir du mal à la faire en ambulatoire un jour. A l'inverse, la récupération rapide, c'est les moyens pour y arriver, et ça, c'est adapté et adaptable à tous les patients et à toutes les chirurgies. Et les techniques RAC, à mon sens, doivent devenir les techniques de référence pour tout patient opéré. Donc on a l'ambulatoire qui est un but, et puis les techniques de récupération rapide qui sont un moyen d'y arriver. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans ? Il y a une étude scandinave qui montre sur 4500 prothèses de genoux et de prothèses de hanches opérées, 3000 en technique dite classique, c'est des techniques consécutives, c'est pas été randomisé, il y a eu 3000 consécutives faites en technique classique, et puis 1500 en récupération rapide. Eh bien, si on prend les patients à 2 ans post-opératoire d'une chirurgie qui est fonctionnelle, qui n'est pas une chirurgie vitale, on a 30% de mortalité en moins dans le groupe qui a été opéré avec des techniques dites de récupération rapide par rapport au groupe dites des techniques conventionnelles. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça parce que sur une pathologie fonctionnelle, on a 30% de morts en moins. Et l'intérêt de la récupération rapide et de l'ambulatoire croît proportionnellement à l'âge, et c'est même exponentiel au-delà de 85 ans. Et c'est assez facile à comprendre. Si vous mettez quelqu'un de 40 ans dans un lit pendant 8 jours en l'interdisant de se lever, a priori, il va pouvoir se lever assez rapidement au bout de 8 jours. Par contre, une personne de 85 ou de 90 ans, elle aura beaucoup plus de mal à se mettre debout. Alors qu'on a tendance à croire que ces techniques sont plutôt réservées aux patients jeunes.
Alors moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment on peut continuer à faire sans des techniques de récupération rapide. En Angleterre, ils ont bien compris la problématique, puisqu'il y a une incitation financière du chirurgien et pas de l'établissement à mettre en place des techniques de récupération rapide. Chez nous, on commence à avoir tout doucement une disparition timide de certaines bornes basses. C'est ces fameuses bornes qui nous empêchaient de faire sortir les patients plus tôt, en sachant qu'il en reste toujours, puisque c'est que les bornes basses de niveau 1 qui ont été retirées. Alors par contre, ça implique un changement de la gestion du mode d'hospitalisation et peut-être de se dire que la référence est l'ambulatoire et que si on ne peut pas faire de l'ambulatoire, alors on va garder le patient raisonné à l'envers, à condition par exemple qu'il existe une contre-indication, et on va se rendre compte assez rapidement que la contre-indication à l'ambulatoire, elle est souvent d'origine sociale plutôt et rarement d'origine médicale. Et puis, il faut changer sa façon de travailler. On l'a dit, c'est forcément un travail d'équipe. On ne peut pas faire seul. Le chirurgien ne peut pas faire d'ambulatoire sans son anesthésiste. Et l'anesthésiste ne peut pas faire d'ambulatoire sans le chirurgien. Et le couple anesthésiste-chirurgien est fondamental dans cette façon de gérer le patient et cette façon de prendre les choses en main. Et c'est peut-être une question à se poser, parce qu'il y a beaucoup d'établissements où le chirurgien et les anesthésistes ne se parlent plus ou ne se parlent pas. Et c'est peut-être un moyen de redonner le dialogue entre ces différents métiers. Et puis, il faut intégrer tous les acteurs intervenant dans le parcours de soins. Ça part de la secrétaire, en passant par l'aide-soignante, mais aussi la SH qui fait le ménage, parce qu'elle, de temps en temps aussi, elle discute plus facilement avec le patient. Et si elle fait passer un mauvais message au patient, eh bien, c'est toute la chaîne qui a été vertueuse, qu'on a essayé de mettre en place dès le départ, qui tombe par terre. Alors, qu'est-ce qu'on va changer encore? La prise en charge du patient, on va s'occuper plutôt d'un chemin clinique plutôt que d'un acte. On ne va plus raisonner sur un acte, mais sur la totalité du parcours du patient. On va centrer la prise en charge sur le patient plutôt que sur le chirurgien. C'est vrai que le chirurgien aime bien être sur un piédestal. Là, cette fois-ci, on va mettre le patient sur son piédestal. Et on va mettre le patient en tant qu'acteur et finalement le chirurgien en tant que metteur en scène de son parcours. Ça déplaît forcément à certains, parce que le chirurgien, il aime bien être devant la caméra plutôt que derrière. Et c'est un changement de rôle qu'il faut peut-être impliquer. Et puis, moi j'aime bien dire aussi que pour moi la récupération rapide, c'est du lean management adapté à la chirurgie, c'est-à-dire que c'est une simplification maximale des procédures. On va essayer d'enlever tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée directe pour le patient, que ce soit le drainage, que ce soit les sondes, que ce soit tout ça. En y réfléchissant bien, on fait surtout ça parce qu'on avait l'habitude de le faire, et donc il va falloir faire chuter quelques habitudes anesthésiques et chirurgicales, telles que le gel moderne, on l'a vu, telles que enlever les drains, démédicaliser au maximum. Nous, nos patients maintenant sont systématiquement déperfusés en salle de réveil, ils remontent dans le service complètement sans tuyau, il n'y a plus de sonde, il n'y a plus de drainage, il n'y a plus de perfusion, et c'est beaucoup plus facile pour un patient de spontanément se mettre debout quand il n'est pas attaché à son lit par tout un tas de fils. Et puis la mobilisation précoce, on l'a vu, était fondamentale également. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Je vous montre un petit film. C'est une prothèse de genou. Je vais vous parler que de prothèse de genou parce que moi je ne fais plus que du genou. C'est le patient le plus âgé de la série des prothèses totales de genou en ambulatoire. Ce patient a 82 ans, il a été opéré le matin à 9h et là il est 13h30. Il promène ses béquilles. Et moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous voyez un patient comme ça déambuler dans le couloir 4 heures après son intervention, je ne vois pas ce que je peux lui proposer en le gardant à l'hôpital. Dans le pire des cas, il va manger quelques gélules d'Afalgan, il peut très bien le faire chez lui, et il sera bien plus heureux chez lui que dans un lit d'hôpital où il va mal dormir parce qu'il va y avoir de bruit dans le couloir. Donc, mon expérience aujourd'hui, c'est plus de 500 prothèses totales de genoux avec des techniques de récupération rapide après chirurgie. J'ai commencé en juin 2011 et ça concerne des patients qui vont de 40 à 92 ans. Si maintenant on s'intéresse aux prothèses de genoux en ambulatoire, j'en ai fait 140. J'étais venu présenter la première ici en mai 2012, donc ça fait bientôt 4 ans. Les âges de cette série vont de 46 à 82 ans. Donc même à 82 ans, une prothèse de genou est jouable en ambulatoire. Vous avez vu le petit film. Aujourd'hui, c'est presque... Oh, j'ai mis 70, c'est pas vrai. C'est 60% des prothèses totales de genoux sont faites en ambulatoire dans l'établissement où je travaille. Et c'est presque un étonnement maintenant de voir une prothèse totale de genou dans un service d'hospitalisation classique. Si maintenant on regarde le reste des prothèses qui ne sont pas faites en ambulatoire, ça a tiré, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça a tiré la durée moyenne de séjour vers le bas de façon très importante pour les autres patients. Et on a aujourd'hui une durée moyenne de séjour hors ambulatoire, c'est-à-dire que si on enlève ceux qui sont à 0, on a une durée moyenne de séjour à 1,9 jours. La durée moyenne de séjour nationale pour une prothèse de genou est à presque 9 jours.
Maintenant, si on fait le compte de l'ambulatoire prothétique en France, globalement, ce qui est estimé, c'est 350 prothèses totales de hanches qui ont été réalisées en ambulatoire, 170 prothèses de genoux, et puis quelques prothèses d'épaule et de cheville. Il faut savoir quand même, en France, il se pose 80 000 prothèses de hanches par an et 80 000 prothèses de genoux. Il reste encore du boulot pour pouvoir passer à l'ambulatoire sur tout le monde. Nous n'avons pas de complications spécifiques à l'ambulatoire. Je pense qu'il y a une notion importante qu'il faut avoir, c'est que c'est la chirurgie qui est dangereuse, c'est pas l'ambulatoire qui est dangereux. Et est-ce qu'on arrête d'opérer parce qu'on a une complication chirurgicale? Non. Donc est-ce qu'il faudrait arrêter de faire de l'ambulatoire parce qu'on aurait éventuellement une complication liée à l'ambulatoire? Je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, quand on fait le compte des complications qu'on peut avoir, il n'y en a aucune qui est imputable à la prise en charge en ambulatoire elle-même. Tout est imputable à la chirurgie et on connaît que la chirurgie, c'est risqué. On a quelques complications qui sont en relation avec les techniques de récupération rapide. On fait des infiltrations locales. Il y a eu quelques cas déclarés de paralysie nerveuse sur des infiltrations locales. Je pense que ce n'est pas la technique en elle-même, mais c'est la façon dont a été réalisée la technique qui est à mettre en cause. Bien évidemment, il y a une nécessité de s'évaluer parce qu'on apporte quelque chose de nouveau et il faut absolument pouvoir dire que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Il y a le groupe GRACE, dont on a déjà parlé, qui a mis en place maintenant un système d'audit pour pouvoir rentrer tous les patients qu'on opère en récupération rapide. Et plus on sera nombreux à pouvoir les rentrer dedans, plus on va pouvoir dire rapidement qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et puis surtout, il faut communiquer. Je suis là et j'essaye d'être à peu près partout. J'ai ma casquette de VRP de la prothèse totale de genou en ambulatoire maintenant. Et ça commence à devenir presque une routine pour moi de faire ce type de présentation. Donc finalement, l'ambulatoire et la récupération rapide, c'est pas tout à fait la même chose, mais par contre, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que faire de l'ambulatoire aujourd'hui sans technique de récupération rapide sur de la chirurgie qui paraît plus lourde, ça me semble compliqué et dangereux. C'est plus un changement de culture qu'une vraie révolution chirurgicale. C'est sûr que de voir un patient marcher comme ça peut paraître une révolution, sauf que la prothèse est la même que toutes les autres prothèses et que la façon dont j'ai abordé le genou est globalement la même que celle que j'utilisais il y a quelques années. Ça s'apparente plus à un management chirurgical qu'à des vraies techniques chirurgicales. Il n'y a pas de gros changements dans les techniques opératoires. Bien évidemment, on va essayer d'être le moins invasif possible, mais encore une fois, on n'a rien de fait de très extraordinaire en termes de technique chirurgicale, en tout cas pour la prothèse totale de genou. Et je pense qu'on peut imaginer que l'ambulatoire doit devenir la prise en charge de référence, en sachant encore que en disant encore bien évidemment que ce n'est pas forcément pour tout le monde et qu'il y a des patients qu'on ne pourra quand même pas faire en ambulatoire. Voilà, je vous remercie. Et puis, pour vous donner une petite idée de l'évolution de tout ça, maintenant, on organise un congrès l'année prochaine à Annecy sur exclusivement la hanche et le genou en ambulatoire, ce qui est bien la preuve que c'est quelque chose qui commence à intriguer et qui commence à prendre. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Jérôme. Alors voilà, vous avez eu les 5 orateurs qui chacun a répondu à sa façon aux questions. Alors est-ce qu'il y a des questions? Voilà, Monsieur Dubois. D'accord. Oui, il faut bien sûr féliciter les orateurs et on est en admiration. J'ai une question et un commentaire. Ma question, c'est pour la chirurgie thyroïdienne et du sein. Vous ne mettez plus de drainage aspiratif parce qu'il faudrait que les gens sortent le soir avec leur flacon dans la poche. Et mon commentaire, c'est pour vous dire que mon ami Philippe Mouret faisait ses cholécystectomies célioscopiques avec une hospitalisation de la nuit parce qu'il estimait que les gens avaient meilleur moral le matin que le soir. Alors il les opérait dans l'après-midi et ils sortaient le lendemain matin. Il paraît qu'ils avaient meilleur moral le matin que le soir où ils sont un peu fatigués et stressés par l'intervention. Merci. Moi, je peux répondre pour... C'était une question pour les thyroïdes. Donc non, vous savez la réponse pour les thyroïdes et les seins. Qu'on met plus de drain. Non, mais là, il y a même déjà eu une méta-analyse pour la thyroïde de 2009 qui a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à mettre un redon systématiquement. Et pour... je sais pas, je pense que François, tu peux répondre pour les seins. Que ce soit chirurgie conservatrice ou les mastectomies. Pour les mastectomies, on fait des capitonnages, ça marche très bien.
Mais avoir un drain n'interdit pas l'ambulatoire. Quand je vais dans d'autres établissements qui ont encore l'habitude de drainer, c'est pas une interdiction de sortir avec un redon, hein. Il suffit simplement d'avoir organisé le retour à domicile avec le redon et les infirmières et le matériel. Mais en effet, aujourd'hui, de moins en moins, on draine les seins. Fabrice Ménégo. Non? Si? Bon. Oui, non, c'est parce qu'on parlait de thyroïde, donc je me permets de faire un petit commentaire, puis peut-être poser une question. Bon, déjà, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des orateurs, là, parce que je pense, c'est très intéressant, la chirurgie ambulatoire, la réhabilitation précoce. Il faut bien savoir qu'il n'y a plus aucun chirurgien qui est opposé de principe, quoi, disons, à raccourcir la durée d'hospitalisation et aller jusqu'à la chirurgie ambulatoire. Mais vous êtes plusieurs aussi à avoir insisté sur l'importance de la sélection des patients. Alors, c'est là où je voudrais en venir un petit peu sur la thyroïde, et donc j'aurais une question pour notre collègue anesthésiste, le docteur Alfonsi. Parce que je voudrais le remercier d'avoir fait un petit peu la différence entre les gestes chirurgicaux. Je crois qu'on peut faire de la grosse chirurgie en ambulatoire. On l'a vu, je sais pas, prothèse totale de genou, je pense que c'est quand même un geste important. Des colectomies, ça c'est fait. Et c'est pas seulement encore anecdotique. Pour l'instant, c'est un peu des case reports, en tout cas pour la chirurgie abdominale. Un peu moins, manifestement, pour la chirurgie scénologique ou pour la chirurgie orthopédique. Pour la thyroïde, bon, c'est vrai que nous, on ne met plus du tout de drainage non plus depuis très longtemps, parce qu'on avait démontré que finalement, ça n'empêchait pas la constitution, ça ne diminuait pas, la constitution d'hématomes cervico-compressifs. Ce qu'on craint pour la thyroïde, c'est sûr l'hématome cervical. Et le chiffre que vous nous avez donné, qui est de 19 morts pour 100 000 thyroïdectomies par an, ça fait un petit peu froid dans le dos. Parce qu'en France, quand même, je vous rappelle qu'il y a 50 000 thyroïdectomies par an. 10 morts par hématome compressif, c'est 10 morts de trop. C'est-à-dire donc c'est 10 morts qui auraient pu être évitées si le patient était hospitalisé pour être évacué rapidement. Donc c'est juste la petite différence entre une chirurgie X et la thyroïdectomie en ambulatoire, et c'est là-dessus qu'on avait insisté, nous, à la FCE, l'Association francophone de chirurgie endocrinienne, c'est que la chirurgie thyroïdienne entraîne un risque vital ou neurologique grave immédiat. Et donc, c'est comme si on proposait, par exemple, de faire une métastasectomie cérébrale en ambulatoire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de neurochirurgiens qui vont se lancer là-dedans. Donc voilà, c'était juste un petit commentaire. Alors, juste pour la question pour notre collègue anesthésiste, c'est que, en fait, par exemple, à la Pitié, ils ont développé un système pour les chirurgies de l'épaule. Donc, où en fait, ils font en ambulatoire, et il faut intervenir une société qui, le soir, fait venir une infirmière pour vérifier que tout va bien, donc au domicile du patient. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un peu la même chose, finalement, pour des chirurgies qui entraînent un risque vital, comme par exemple la chirurgie de la thyroïde, qui, moi je ne suis pas opposé par principe à la chirurgie ambulatoire, simplement on n'arrive pas à définir les critères de survenue d'un hématome compressif cervical. Il y a eu des dizaines d'études là-dessus, il n'y a rien qui ressort vraiment, en dehors des anticoagulants, etc. Donc, est-ce qu'une visite le soir par une infirmière spécialisée permettrait éventuellement d'améliorer les choses? Voilà, c'est ma question. Mais tu parles des thyroïdes ou tu parles globalement? Une visite le soir même? Mais il y a encore... Et le lendemain, il en faut peut-être une autre aussi, parce que... Oui, sur les thyroïdes, je vais faire deux réponses. La première réponse, c'est que malheureusement, vous le savez mieux que moi, on ne sait pas quand ça va arriver. Parce que si on savait, par exemple, comme sur les vésicules, que si on se donnait 6 heures, ou si une amygdalectomie chez l'enfant, on se donne 6 heures et on a réduit le risque à 0, quasiment 0, on ne se poserait pas la question, les gens rentreraient chez eux le soir. Le problème, c'est votre infirmière, elle peut passer à 20 heures, mais ça peut survenir à minuit ou 2 heures du matin. Donc c'est l'imprévisibilité qui est le facteur principal de risque, en fait, je dirais. Et on n'a peut-être pas insisté assez, parce qu'on est resté tous sur ça a été abordé sur le sein, ça a été abordé un petit peu, je le sais, par Jérôme sur la prothèse.
c'est qu'obligatoirement, à partir du moment où on rentre dans un schéma, que ce soit de l'ambulatoire ou de la récupération rapide, de réhabilitation, il va falloir qu'on crée des structures intermédiaires en ville. Alors que ce soit des systèmes de soins à domicile, comme vous avez sur les pôles à la Pitié, comme ça a été fait dans d'autres endroits pour d'autres types de chirurgie, c'est surtout développé d'ailleurs en chirurgie orthopédique, c'est clair qu'il va falloir créer des liens, qu'il va falloir que l'hôpital sorte de ses murs. Et c'est comme il y a un autre souci aussi, c'est qu'on pense que là, avant, on faisait des prothèses de genoux, les gens avaient des antalgiques intraveineux, alors c'était abusif, mais pendant 48-72 heures. Là, aujourd'hui, on les fait sortir en ambulatoire. Il faut bien prévoir cette analgésie. La douleur, elle ne disparaît pas parce que les gens sont sortis de l'hôpital. Donc, il y a tout un schéma et tout un chemin à faire pour nous, professionnels, pour créer des liens avec la ville. Je l'ai un peu abordé avec les médecins traitants, parce que les patients sortent, ils n'ont pas de compte-rendu, ils ne savent pas de quoi ils ont été opérés, le médecin n'est jamais au courant. Et donc, quand ils ont une situation... Mais globalement, si vous faites la proportion, vous vous rendez compte que très souvent, je parle pour l'hospitalisation conventionnelle, de la réhabilitation, c'est une plainte qui revient très souvent des médecins de ville, c'est qu'ils ne savent pas de quoi le patient a été opéré, et lui non plus, il ne le sait pas. Ça, c'est un autre problème. Mais, et donc, il y a tout un travail à faire pour nous. Monsieur Casanova. Je suis sûrement le dernier à pouvoir parler de ce genre de choses parce que je n'ai jamais fait de chirurgie ambulatoire, m'étant occupé beaucoup de grosses fractures, de traumatisés, de blessés, de prothèses et surtout de révision de prothèses. Mais j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit aujourd'hui parce que je crois que les techniques de récupération rapide que j'avais déjà commencé à initier dans notre service sont très utiles pour raccourcir justement les durées de séjour des patients. Je crois que c'est très intéressant. La question que je voulais poser, c'est de savoir comment vous gérez, et s'il ça gère, les conditions de l'environnement du patient lors de son retour. Son environnement familial, social, culturel, voire géographique, car j'ai le souvenir, et ça j'en reviens à ce que disait Mélégo tout à l'heure, c'est que j'ai connu des début de la chirurgie ambulatoire à Saint-Luc, à Montréal, où les interventions pour luxation rétivante de l'épaule revenaient dans la nuit qui suivait, malheureusement difficilement, car les distances étaient considérables. Voilà, c'est la question que je vais poser. Il y a une autre petite remarque que je voudrais faire, c'est que je me demande si vraiment les chirurgiens qui opèrent sur des patients hospitalisés opèrent vraiment moins bien que ceux qui opèrent en chirurgie ambulatoire. Est-ce que vous avez cru qu'on disait ça? Bon, je vous laisse répondre alors. Ah, vas-y. Alors, par rapport à l'organisation à domicile, nous on essaye de, comme dans toute technique de récupération rapide, on essaie de tout faire avant, de tout prévoir avant, et on a une consultation infirmière en même temps que la consultation d'anesthésie, qui est organisée par une infirmière qui connaît bien la pathologie. Et on demande aussi systématiquement à ce que cette consultation infirmière, le patient qui va être opéré, soit accompagné de la personne qui va être avec elle lors du retour à domicile. Parce qu'on s'est rendu compte au début qu'il faut gérer l'anxiété du patient, mais il faut aussi considérablement gérer l'anxiété de l'accompagnant, parce que de l'accompagnant ou de l'entourage, parce que c'est un fort facteur d'échec quand l'accompagnant vient chercher le patient et voit l'état dans lequel il est, il dit on ne peut pas rentrer comme ça à la maison. Et donc on essaye de le préparer au maximum avec ça. Après, les critères d'éloignement aujourd'hui sont beaucoup moins importants que ce qu'ils pouvaient l'être avant. Et il n'y a plus de critères de kilomètres, il y a éventuellement des critères d'accès en temps d'un établissement hospitalier. Tu veux répondre aussi, Gilles, ou c'est... Puisqu'on a le temps là. Oui. Non, en deux mots, les chirurgiens c'est les mêmes, donc ils sont excellents en hospitalisation conventionnelle et en ambulatoire. Il n'y a aucune différence pour l'acte chirurgical. Concernant l'éligibilité, effectivement, la consultation préopératoire nous permet de régler un certain nombre de choses et il faut bien prendre en charge l'accompagnant. Et puis enfin, tout à l'heure, on parlait de structure intermédiaire. Moi, je suis résolument contre cette notion.
c'est-à-dire de dire que on a besoin d'un hébergement pour faire un soin. La réalité, c'est que la révolution, c'est la dissociation soins-hébergement. On n'a pas besoin de réinventer l'hôpital en faisant un hôtel hospitalier. Ce qu'on a besoin, c'est de faire des soins à domicile. À nous de nous organiser. Quand j'entends que les patients sortent d'une unité d'ambulatoire sans courrier et sans document, c'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire. C'est un modèle qu'il ne faut pas faire. En Bretagne, on est loin de tout, mais on a une messagerie sécurisée et les patients, ils sortent de l'hôpital, ils ont à la fois le compte-rendu dans leur dossier, mais le médecin l'a sur son bureau puisqu'il a été envoyé en informatique avant la sortie du patient. Ça, c'est un indispensable. Hein. Et effectivement, il faut qu'on apprenne à travailler avec la médecine de ville. Alors là, moi qui ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans avec l'ARH Bretagne pour développer la chirurgie ambulatoire sur la région Bretagne, travailler avec la ville, c'est si on travaille avec par exemple l'Union des médecins libéraux, c'est une vraie catastrophe parce que ils veulent des structures, des réseaux, enfin en gros ils veulent du pognon. C'est pas du tout efficace. Ce qui marche bien et ce qui a prouvé son efficacité, c'est les réseaux libéraux, c'est-à-dire les prestataires de services qui là, pour un coût qui est modéré, voire absent puisqu'ils se rémunèrent sur le matériel, vont pouvoir être tout à fait efficaces et comme vous le disiez, le soir pouvoir passer voir le patient et accueillir le patient. Allons vers des soins à domicile, mais surtout pas vers d'hébergement, enfin si je peux me permettre. François, excusez-moi. Juste François, parce que comme les orateurs n'ont pas pu vous répondre juste un mot par rapport à les chirurgiens moins bons ou meilleurs. On fait de l'ambulatoire, du conventionnel. Quand même, en ambulatoire, je veux dire que pour certains actes, c'est le cas chez nous, où dans les hôpitaux, on a des internes à former, c'est évident qu'on seniorise un peu plus certains actes. Par exemple, un jeune interne, je ne vais pas lui faire la mastectomie en ambulatoire, ça c'est évident. Je ne vais pas prendre le risque qu'il y ait un souci la nuit. Donc en effet, certains actes sont un peu plus seniorisés, entre guillemets, pour l'ambulatoire. Mais sinon, il n'y a pas de différence. Monsieur Chapuis, voilà. Chapuis d'abord. Merci. Ma question s'adresse essentiellement à Monsieur Vignino, dont j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié l'exposé. Vous nous avez montré un patient qui donc courait, si je puis dire, comme un lapin dans l'après-midi de son intervention. Quel type d'anesthésie il avait subi? C'est-à-dire, était-ce une rachianesthésie, comme on peut le faire pour les prothèses du genou, ou une anesthésie générale? Y a-t-il une différence entre ces deux procédés? Alors, je crois en fait que ce n'est pas le problème. Si je peux me permettre de répondre comme ça. Nous avons plus, dans la clinique dans laquelle je travaille, une culture de l'anesthésie générale. Voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'anesthésistes sont capables de faire des rachianesthésies de courte durée. Et je crois qu'en fait, la problématique, il faut se mettre d'accord sur un cahier des charges dans l'équipe et dire que nos patients, quel que soit le type d'anesthésie, doivent pouvoir marcher entre 2 et 3 heures après l'intervention. Si une rachianesthésie permet de le faire, j'ai aucune raison, moi, chirurgien, de m'opposer à cette rachianesthésie. Si l'anesthésie générale ne permet pas de le faire parce qu'on a utilisé des techniques, des produits qu'il ne fallait pas, alors il ne faut pas faire de l'anesthésie générale. Mon expérience est plutôt une expérience d'anesthésie générale. J'ai des confrères qui font des prothèses en ambulatoire, notamment au niveau de la hanche, sous rachianesthésie quasi systématique. Il y a une équipe à Glasgow qui fait 95% de chirurgie sous rachianesthésie et les patients marchent de la même façon. Donc je crois encore une fois que les problèmes techniques sont importants, mais c'est surtout, il faut se mettre d'accord sur le cahier des charges et que l'équipe travaille dans le même sens. Monsieur Richard Villet. Je voudrais poser trois questions précises et puis avant faire un commentaire à Villeminot qui dit, il est passé le dernier, il était un peu gêné. En fait, je vous remercie parce que je crois que vous avez posé un problème de façon différente, c'est-à-dire vous avez dit, en fait, on a des moyens et on a une fin qui est la chirurgie ambulatoire. Donc le moyen, c'est la réhabilitation. Moi, je crois qu'il faut définitivement supprimer le mot améliorer, parce qu'améliorer, c'est un côté qu'on ne fait pas bien. Donc il faut la faire aider, plus ou moins rapide, mais je crois qu'améliorer, c'est un côté... Je donne ça pour l'équipe de mon ami Damien, ouais, c'est de l'améliorer. Mais j'aime pas, je crois qu'on n'aime pas beaucoup le mot améliorer. C'est la traduction directe de l'anglais, c'est pas très bien. Mais je trouve que de dire finalement notre but, c'est de raccourcir la durée d'hospitalisation, ce qu'a montré tout le monde. Finalement, on a des procédés pour améliorer c'est raccourcir cette durée d'hospitalisation et au maximum, on arrive à l'ambulatoire. Et là, finalement, je rejoins Ménégo, c'est-à-dire le problème, il n'est pas la gravité. Je sais pas, un moment qui a dit, c'est la gravité. Bon, il est sûr que Dravé, il a la chance de faire. Et moi, j'ai toujours dit qu'il suis un transfuge du digestif dans la chirurgie gynécologique. Je dis le drame des gynécologues, c'est qu'ils ne tuent pas leurs malades.
Et donc j'ai toujours dit que la gravité la chirurgie, son aura vient à la vitesse où elle tue le malade, puisque j'ai commencé chez Christian Cabrol, qu'ensuite j'ai continué en vasculaire, puis en chirurgie digestive, où là on tue au 5e jour parce qu'il y avait des fistules. Et le drame des gynécologues, c'est qu'ils ne tuent pas le malade. Donc on leur a permis, je le dis très gentiment, parce que depuis je suis enfin accepté dans le milieu gynécologique, parce qu'au début on m'a critiqué justement parce que je disais qu'ils faisaient moins bien. Je crois que le problème de la chirurgie ambulatoire, c'est dans ce risque, et qu'on n'appelle plus ce risque, qu'on appelle cet événement qu'on a expliqué, c'est de savoir s'il est mortel ou pas. Il est clair qu'avoir un énorme hématome autour d'un genou, ça ne va pas tuer un malade. Alors qu'avoir un énorme hématome au niveau de la thyroïde, ça va tuer un malade. Donc je crois que dans la définition du risque, c'était mon commentaire. Et puis 3 questions extrêmement précises sur l'anesthésie, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, et je me tourne un peu vers Alfonsi concernant le problème des blocs, notamment dans le genou, les blocs locaux-régionaux. Vous faites aussi sûrement de l'allus valgus en ambulatoire, tout ça c'est bien connu, hein. Je suis à la Croix-Saint-Simon, donc on a une place dans l'ambulatoire aussi. Et je voulais savoir quelle est votre position, puisqu'on est dans une dualité entre on va faire de l'analgésie en injectant du locaux-régional le plus possible, est-ce qu'on doit faire de l'anesthésie générale? Ça c'est ma première question. Deuxièmement, sur les prothèses de genoux, est-ce qu'elles sont unies ou bicomportementales? Est-ce que c'est la même chose ou ça ne change rien? Parce que c'est quand même, à mon avis, un point important. Et la troisième question, Verdravé, c'est bien joli, mais comment est-ce que c'est organisé à Nantes, chez mon ami Classe, la ponction des lymphocèles? Parce qu'on ne met pas de drain. Mais en chirurgie mammaire, un des problèmes qu'on a majeur, c'est que les malades viennent le lendemain. Alors le lendemain, vous êtes à nouveau au bloc pour faire à nouveau des malades ambulatoires, mais il faut accueillir les patientes. Et non, mais il y a un besoin d'organisation. Finalement, c'est ça que je voudrais vous poser comme question, parce que finalement, pour choisir cette méthode qu'on utilise tous de plus en plus, c'est la maladie elle-même, et ça on vient d'en parler, c'est le risque. 2, c'est le patient, et là je suis quand même assez admiratif, parce que nous pourtant qui sommes dans Paris Intramuros, où beaucoup de nos malades habitent dans Paris, alors que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas les malades aussi proches de l'hôpital, donc il y a un vrai problème de gestion de transport qui est un vrai problème. Donc il y a la maladie, le malade et la société. Voilà, je voudrais avoir un peu vos réponses là-dessus. Je vous laisse répondre. Vous avez un... Je crois que... Oui, on va commencer par... On va commencer par l'anesthésie. Donc, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, la technique n'a rien à voir dans la réussite ou l'échec. Par contre, il faut bien respecter les procédures. Et comme il l'a dit, c'est un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est... J'utilise pas des agents anesthésiques qui vont durer trop longtemps. Je prends une technique qui va... J'arrive à injecter, si je fais une rachis-anesthésie, un produit dont je sais qu'au bout de 2 heures, il sera éliminé, que mon patient pourra se lever sans trop d'imprévisibilité. Donc ça, c'est un changement de comportement aussi. Et parce qu'on va adapter, à ce moment-là, on adapte notre technique anesthésique, qui devrait tout le temps être la même, mais on adapte notre technique anesthésique, en fait, au contexte ambulatoire, et tout le monde est acteur pour la réussite de l'ambulatoire ou de la réhabilitation. Sur les cathéters et la prise en charge de la douleur, en fait, comme ça a été dit, et comme ça est fait, par exemple, à la Pitié, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'endroits où les patients sortent avec des cathéters périnerveux ou intra-articulaires, qui après sont gérés par des prestataires de services. Le problème, c'est que jusqu'à très peu de temps, l'acte infirmier n'avait pas de nomenclature. C'est-à-dire que l'infirmière venait à domicile, injectait un produit qu'elle n'avait pas le droit d'injecter et retirait et injectait dans un cathéter dans lequel elle n'avait pas le droit d'injecter. Et donc elle facturait, entre guillemets, un acte comme si elle faisait une injection type chimiothérapie dans un cathéter intraveineux. Ce qui n'était pas du tout le cas, mais c'était le seul moyen d'arriver à cette solution. Je crois que la Caisse nationale a modifié, l'assurance maladie a créé justement maintenant un acte infirmier qui permet de faire ce genre d'injection. Donc, ce qui est clair, c'est que la mise en place de la réhabilitation, la mise en place de l'ambulatoire, c'est pas simplement je décide, demain je fais faire de l'ambulatoire. Ou la réhabilitation, c'est la mise en route de tout un processus et de modification des comportements, et aussi bien des praticiens que des institutionnels. Moi, quand j'ai commencé, M. Bontemps peut témoigner, quand j'ai été voir la première fois et que je lui ai parlé de réhabilitation, il m'a un peu regardé avec des grands yeux en disant « mais de quoi il me parle ?» Donc, il y a tout un processus pour convaincre les institutionnels. Ils ont mis des années à être convaincus sur l'ambulatoire. Ils y sont arrivés, je dirais, pour des raisons économiques, qui à mon avis n'est pas la bonne raison. Et je pense que si on a mis aussi longtemps à mettre en place de l'ambulatoire en France, c'est parce qu'on est arrivé par un biais économique et pas par un biais médical. Parce que quand on parle de réduction de durée de séjour, le principal facteur de réduction de la durée de séjour dans les réhabilitations, c'est la réduction de la morbimortalité. On réduit la morbidité et on réduit la durée de séjour de nos patients. On leur donne à manger tout de suite et à ce moment-là, ils peuvent sortir plus tôt, ils font moins de complications infectieuses. Et donc c'est parce qu'on fait tous ces actes
qu'on modifie, qu'on améliore la morbidité. Et c'est par l'amélioration de la morbidité qu'on a la diminution de durée de séjour et donc un impact positif. Et c'est pour ça qu'on a une adhésion qui se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Vas-y, après, pour la ça partie sera de la question qui s'adressait à moi, le bloc fémoral, par exemple, est un ennemi total de la récupération rapide. Il existe des techniques, encore une fois, je reviens à ce que disait Alfonsi, c'est juste le cahier des charges. Un bloc fémoral ne permet pas de marcher 3 heures après une intervention chirurgicale, donc on n'a pas le droit de faire de bloc fémoral. Maintenant, il existe des blocs fémoraux du canal des adducteurs qui, semble-t-il, permettent de marcher très bien et on peut le faire. Donc nous, on fonctionne avec de l'anesthésie locale intra-articulaire, pas des blocs, c'est pas des locaux régionales, c'est de la locale pure. Et puis, quant au type de prothèse, dans la série que j'ai montrée, ce sont des prothèses totales, tricompartimentales, ce n'est pas des prothèses unicompartimentales. François, tu veux répondre sur la gestion des lymphocèles? Alors, avec un peu d'humour, je peux dire quand même que la chirurgie du sein peut tuer. Ça nous est arrivé 2 fois en hospitalisation conventionnelle parce qu'on avait laissé les petites grand-mères au fond du lit pendant 10 jours et au lever quand l'ambulancier est venu le chercher, embolie massive. Donc peut-être que l'effet inverse de l'ambulatoire est important. Alors les lymphocèles dans les curages axillaires, c'est 30%. Les lymphocèles sur les mastectomies, souvent c'est un peu plus important, sauf que depuis 2 ans, c'est fait développer la technique du capitonnage de la loge, ça marche très bien. Alors comment gérer ça? Nous, on a mis en place ce qu'on appelle consultation CIPC, consultation infirmière, cicatrisation. Les malades sortent de l'établissement, les malades qui habitent à moins de 50 km sortent de l'établissement avec le numéro de téléphone. Pas de rendez-vous systématique, sauf pour les mastectomies, qui sont revues vers le 3e jour. L'infirmière voit s'il faut faire une ponction. On a fait une entente avec les tutelles et on a fait une dérogation pour un transfert de compétences. Donc c'est les infirmières qui font les ponctions de lymphocètes dans l'établissement. Après, les patients habitant loin, on a rendu actif le médecin généraliste et on ne lui a pas imposé. C'est-à-dire qu'avant, on disait rien, le malade rentrait chez lui et puis ça gonflait sous le bras, il habitait à 200 km, il ne voulait pas faire l'aller-retour. Donc il allait voir son médecin traitant avec 20 patients dans la salle d'attente, pas content. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait faire un CD-ROM. Le malade en préopératoire va voir son médecin traitant, monte le CD-ROM qui dure 5 minutes, ponction de curage axillaire, ponction de mastectomie, ponction de lambeau du grand dorsal. Le médecin dit s'il est d'accord ou pas. Et le jour de l'opération, le malade sort avec des kits de ponction qu'on a fait fabriquer par un laboratoire pharmaceutique, plus un petit livret qui reprend tout le diaporama du CD-ROM. Donc voilà, après c'est toujours trouver une organisation. Et plus cette organisation est faite à outrance en amont, plus le post-opératoire est simple. Je crois que c'est vraiment un exemple de gestion des risques tout à fait transposable et qui devrait être transmis aux autres personnes qui font du sein en ambulatoire. Mais je crois que tu as beaucoup de visiteurs, François. Sans faire de la pub, n'importe qui peut acheter ces kits qui s'appellent kit à ponction de lymphocètes du laboratoire Tetra. Alors, qui Est-ce que je peux me permettre d'insister sur les facteurs socio-économiques qui peuvent complètement modifier l'approche à la fois de la réhabilitation et de l'ambulatoire? Évidemment, je ne parlerai pas d'expérience des provinces françaises, mais plutôt de mon expérience africaine, car dans les pays que j'ai fréquentés depuis environ 30 ans, la réhabilitation rapide, je l'ai faite bien avant qu'elle ait, par manque de matériel, pas de sonde gastrique, pas de matériel de drainage, pas de soluté de perfusion, donc alimentation, boisson immédiate, quel que soit le type de chirurgie. En revanche, en ce qui concerne l'ambulatoire, dans ces pays-là, la sortie précoce est absolument inenvisageable. Parce que les patients sont beaucoup mieux à l'hôpital que chez eux, ils font venir la famille qui couche sous le lit, et parfois même, et ça s'est produit récemment lorsque j'étais à Bukavu, dans le sud Kivu, un patient m'a téléphoné de Bukavu à Paris en me disant « J'ai été opéré, vous m'avez opéré il y a déjà 3 semaines, je ne peux toujours pas sortir parce que je n'ai pas de quoi payer l'hôpital. » Donc, hospitalisation contrainte et forcée de ce patient, et il a fallu que j'essaye d'améliorer les choses par mes propres fonds que j'ai expédiés là-bas. Voilà, donc si vous voulez, c'est une expérience évidemment qui n'a rien à voir
avec celles qu'on a exposées jusqu'alors, mais manifestement, ce n'est pas pour tout de suite sur le plan international et en particulier sur le plan africain. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai plus mon acolyte pour oui, savoir. Attends, j'aurais voulu... oui, simplement préciser qu'au vu de toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui, je pense que la question qui peut se poser, est-ce que le RAC et la chirurgie ambulatoire, c'est deux choses différentes, ou bien est-ce que c'est la même chose? Tout le monde commence à être à peu près d'accord pour dire que c'est la même chose. Pas du tout, on n'est pas d'accord. Non, mais je pense que l'ensemble des personnes qui ont communiqué ont dit que ce n'était pas pareil. Je peux terminer. Je pense que la réhabilitation précoce appliquée à la chirurgie, la différence entre ambulatoire et conventionnel rapide, c'est en fait finalement l'autonomie du patient. Est-ce qu'elle est possible dans la journée ou pas? Donc l'expérience qui me permet de dire ça, celle que j'ai présentée dans cette assemblée en 2012, sur une expérience 2010-2011 à l'Hôtel-Dieu, où nous avions utilisé les techniques de réhabilitation de Kellett de façon systématique à nos patients qui relevaient d'une chirurgie très polyvalente, digestive, gynécologique, chirurgie mammaire, en fonction des chirurgiens du service. Et nous avons fait, avec ces techniques, avec une partie circuit ambulatoire, une partie circuit conventionnel court, une partie en utilisant, ce qui va peut-être se développer dans les années qui vont venir, à partir des expériences nationales l'année prochaine, l'hébergement transitoire non médical, c'est-à-dire l'hôtel hospitalier, qui nous a permis, en 2 ans, de faire glisser la durée moyenne de nuitée, qui était de 3,894 à 0,46. Donc, la technique qui doit être appliquée est pratiquement la même. Ce qui change, c'est effectivement le type de pathologie, le terrain, et puis l'autonomie du patient. Les éléments sociaux, vous avez raison de le dire, parce que même en France, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer tout de suite chez eux, etc. etc. Donc, mais en gros, tout ce que vous avez dit les uns les autres, je regrette, mais ça a été aussi souligné par Villet, c'est que c'est des techniques qui vont être appliquées partout, dans tous les éléments, dans tous les éléments de pathologie que nous traitons les uns les autres. Et puis dans certains cas, bien sûr, il y aura le circuit ambulatoire qui sera privilégié parce que à la fin de la journée, le patient, grâce à la réhabilitation rapide, très rapide, pourra sortir de l'hôpital. Voilà. Xavier. Oui, je voudrais revenir... Qui veut répondre? Pardon. Qui veut répondre? Xavier. C'est bon. Non, je voudrais insister sur le fait qu'on a vraiment l'impression qu'on nous a obligés à faire de l'ambulatoire en France, et on a mis l'élément économique au premier plan. Moi, je vois nos directeurs d'hôpitaux regardent nos séjours qui font une nuit à l'hôpital, et ils nous disent pourquoi ça, vous ne le basculeriez pas en ambulatoire. Et se développe la réflexion dans beaucoup de CHU d'avoir des alternatives sur place, genre résidence hôtelière, hôtel. Et alors, comment est-ce qu'il faut envisager cette réflexion et quels sont les arguments pour et contre? Parce que beaucoup de CHU pensent faire ce type d'alternative. Alors nous, à l'AFCA, on est particulièrement opposés, mais je pense que Gilles peut répondre. Si, en tout cas. Pas toute l'AFCA, oui, si, l'AFCA, toute l'AFCA. Donc l'Association française de chirurgie ambulatoire considère que la question s'était posée de l'hôtel hospitalier et puis de la création d'hébergement. Alors en fait, si on réfléchit, il y a l'hébergement avant, il y a l'hébergement après. Alors une des justifications, c'est de dire que le malade, pour qu'il soit là le matin, il faut qu'il soit proche, et s'il est opéré à 200 km, ça va être compliqué. N'importe quel hôtel fait l'affaire, hein. On n'a pas besoin d'une structure particulière. Après, il y a l'hébergement après. Il y a l'hébergement après l'intervention. Et là, il faut s'entendre sur est-ce qu'on veut simplement une proximité, et si on veut une proximité, c'est pour quoi faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour que le patient revienne tout de suite au cas où, ou c'est parce qu'il veut une surveillance? Et dès que vous voulez une surveillance, un appel téléphonique, une infirmière, vous transformez votre hôtel en hôpital. Et on sait très bien que tout ça, ça coûte de l'argent. Et dès qu'on va transformer un hôtel en hôpital, ça va coûter très très cher. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser au pourquoi, à la gestion du risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche d'appeler le patient. L'appel du lendemain, il peut aussi être fait le soir même. Moi, dans mon unité, quand on sent les patients stressés, l'infirmière, on a une astreinte qui est particulière, puisque c'est une astreinte téléphonique qui est faite par l'infirmière de Lucas.
L'infirmière qui reste le soir, c'est elle qui est d'astreinte, et elle sait très bien à la fin de la journée les malades qui risquent de poser problème. Elle les appelle le soir quand ils rentrent à domicile pour savoir s'ils sont bien rentrés. Elle les rappelle le lendemain. Quand on fait de la photovaporisation laser prostatique, la sonde vésicale, on la retire pas forcément le lendemain, on peut la retirer des fois à 48 heures. On appelle à 48 heures. La continuité des soins, on peut la faire vraiment évoluer. Quand on fait une chirurgie des organes génitaux externes et que le patient est inquiet parce qu'il a une tuméfaction, il peut photographier ses bourses et envoyer la photo au chirurgien, et on peut des fois simplement le rassurer sur un œdème habituel. Voilà. L'hôtel, à chaque fois que l'hôpital fait un hôtel, regardez combien ça coûte, c'est hors de prix. L'hébergement, c'est quelque chose que les hôpitaux, les CHU ne savent pas faire. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, merci, par l'ARS Île-de-France, tout récemment, avec une étude un jour donné, de 2012-2013, je crois que c'est. Ils ont évalué sur près de 700 lits, 1000 lits, des établissements publics, privés, CHU, cliniques, etc., qui ont démontré qu'un jour donné, il y avait 30% en gros à la louche des patients qui étaient en hébergement médicalisés dans les hôpitaux, qui auraient pu être en hôtel hospitalier à proximité pour des raisons sociales, pour des raisons de proximité ou de protocole thérapeutique, pour des raisons pas d'accompagnant, mais dans la proximité de l'hôpital, on pouvait envisager qu'il n'en ait pas à condition qu'ils aient été vus très tardivement, ce que permet l'hôtel hospitalier, etc., etc. Il y a plein de raisons. Actuellement, il y a une loi. Il y a une... De chirurgie ambulatoire et citadine Oui, alors l'ambulatoire, c'est justement. 10%. Ça ne concerne pas que l'ambulatoire, tu as raison. Oui, mais nous, 10%. là, on parle de ça aujourd'hui. Mais la réhabilitation précoce, oui, bon, il y a des questions aussi de réhabilitation précoce. Ça se marie très bien avec l'hébergement non médicalisé. Et c'est ce dont on a fait état, nous, dans notre communication de 2012. Et puis, il faut savoir qu'il y a une loi qui est sortie fin 2014. C'est la loi de financement de sécurité sociale 2015, article 53. Le décret est en cours d'écriture au ministère. Il va sortir fin d'année, début d'année prochaine. Et il va y avoir des expérimentations qui vont être diffusées dans tout le territoire national. Donc, ça ne s'adresse pas, et c'est vrai, à la chirurgie ambulatoire exclusivement, plutôt à la chirurgie conventionnelle. Ça ne coûte pas cher à l'hôpital du tout, parce que ce sont des bails amphithéotiques et les gestionnaires des associations ou des hôteliers organisés, ces locaux qui sont loués par l'administration, comme ça a été le cas à Hospital, ça ne coûtait pas un rond, ça en rapportait parce que c'était des locations. Et en plus, plutôt que d'hospitaliser pour la sécurité sociale des gros GHS lourds sur plusieurs dizaines de jours, ou sur au moins une semaine, vous pouvez raccourcir grâce à la RAC sur très peu de jours, en complétant éventuellement par des journées d'hôtel. Donc c'est vrai que Corinne a raison, ça s'adresse essentiellement à la chirurgie non ambulatoire, mais aussi ça peut aider en chirurgie ambulatoire pour 10%, ce que tu disais, c'est vrai, sur les gens qui habitent très loin ou qui ont des problèmes sociaux pour avoir des accompagnants, etc. etc. Mais voilà, donc je remets un peu les pendules à l'heure, c'est beaucoup moins cher, 70 € versus 1700 € la nuit en conventionnel. Ça va permettre de régler quelques problèmes pour pour nos à amis. domicile, mais peut-être qu'on va arrêter de parler Oui, ça, puisque voilà. c'est pas de la chirurgie ambulatoire. Mais oui, mais c'est dans le RAC. Voilà. Gilles, oui. Oui. Non, la question, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'hôtel hospitalier? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un lit pour dormir et des repas pour manger, hein? Et donc là, on est effectivement dans un problème social d'hébergement, patient qui n'a pas forcément de domicile, hein? Ou alors, vous mettez du soin. Et si vous mettez du soin, ça coûte très cher, et on retombe dans la logique de l'hôpital. Tu veux répondre? Je voudrais faire une remarque par rapport aux facteurs sociaux géographiques. Pour le congrès de scénologie, il y a 3 ans de cela, un organisateur qui n'était pas très motivé dans l'ambulatoire m'a dit de faire une communication sur pourquoi les malades ne veulent pas être pris en ambulatoire. Et je dis ça, c'est faux. Et c'est important parce que dans notre mode de discussion avec les malades en consultation, on a complètement changé. Avant, le malade, on disait « vous habitez où ?»
vous vivez seul, vous avez quel âge, vous avez combien d'enfants. Donc on s'auto-crée ce que j'appelle l'autocensure médicale, des facteurs pour ne pas mettre le malade en ambulatoire. Donc on a évalué ça et on s'est rendu compte qu'à chaque fois on se trompait. Un malade à plus de 100 km, si on ne lui proposait pas, on perdait un malade sur 3. Une personne âgée, si on ne lui proposait pas, on perdait une malade sur 3. Une femme avec des jeunes enfants, on perdait une malade sur 2, ainsi de suite. Donc en fait, nos consultations maintenant ont totalement changé. C'est-à-dire qu'on dit, cet acte est faisable en ambulatoire, c'est une histoire d'organisation familiale. Et on se rend compte qu'en fin de consultation, quand on va voir la secrétaire pour valider comment on fait, la patiente a réfléchi, d'elle-même dit « je vis seule, mais ma voisine va s'occuper de moi » ou « ma sœur qui habite dans le village d'à côté va venir ». Donc tout ça, il faut faire attention. C'est souvent les gens qui ne sont pas très chauds pour l'ambulatoire trouvent tous ces facteurs collatéraux pour éviter de le proposer aux malades. Et sincèrement, on a évolué. Quand on a une malade en consultation, avant on disait cet acte était en chirurgie conventionnelle. Après on a dit cet acte est en chirurgie conventionnelle ou en ambulatoire. Après, on a dit l'acte est faisable en ambulatoire ou en conventionnel. Et aujourd'hui, on dit simplement cet acte est faisable en ambulatoire. C'est une histoire d'organisation. Et on se rend compte que nous, ce que je vous ai dit en chirurgie conservatrice, on est quasiment entre 65 et 80% d'acceptation. Donc ça prouve bien que c'est important. Et il faut arrêter de se mettre en arrière de ces soi-disant facteurs où souvent le médecin induit la non-proposition. Pareil, on parle des effets indésirables post-opératoires, on ne parle plus de complications. Vous dites à un malade, les complications vont être... Forcément, il est stressé, il dit « Oh là, stop !» Dites les facteurs de risque sont cela, voilà comment on va les gérer à la maison. Et vous verrez qu'il y aura spontanément, les patientes accepteront beaucoup plus la prise en charge. Alors Gilles Bontemps. Oui, alors c'est une remarque, hein, ce n'est pas une question, mais il y a un point qui me semble très important et qui n'a pas été relevé par les 5 orateurs et qui répond finalement en partie au débat dont on vient d'assister. C'est que finalement la principale similitude entre récupération rapide après chirurgie et chirurgie ambulatoire, les deux concepts ont été posés par 2 chirurgiens. Ça, c'est déjà un élément essentiel. Ça veut dire qu'il y a eu des chirurgiens à un moment donné qui ont une vision par rapport effectivement à une évolution de leur pratique, que ce soit sur l'organisation ou leur pratique professionnelle. Et ces 2 chirurgiens, c'est 2 anglo-saxons, puisque la chirurgie ambulatoire, il faut rappeler que le concept a été posé par un chirurgien écossais en 1909, donc quand même il y a un siècle, et la récupération rapide après chirurgie, c'est un chirurgien danois qui s'appelait Kellett. Et les deux ont quelque part dit la même chose, puisque Nicole a dit... puisqu'il a publié une série de 10 000 patients, des 10 000 enfants, il dit « Ces enfants se sentent mieux dans les bras d'une mère, même d'intelligence moyenne, que partout ailleurs, et singulièrement qu'à l'hôpital. » Et Kellett a dit « Il faut se poser la question tous les jours, pourquoi je garde mon patient à l'hôpital ?» Et ça, je pense que c'est important, parce que la culture anglo-saxonne, c'est une culture sur le soin. À l'inverse de notre culture, qui est une culture latine, on a une culture de l'hébergement. Il faut rappeler quand même que les hôpitaux, c'était des hospices. C'était les lieux où on accueillait les indigents. Donc on voit bien qu'on a un problème culturel, à mon avis, majeur, effectivement, dans notre pays, c'est qu'effectivement, on est dans cette culture d'hébergement. Mais si on renverse le processus et si on se dit que quelque part, finalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est le soin, et finalement, si on renverse ce processus, on voit que finalement, il y a une porosité entre les 2 concepts. Les 2 concepts, l'un qui est plutôt basé sur l'organisation, l'autre plutôt sur l'évolution des pratiques professionnelles, ils vont forcément amener à un moment donné à se converger pour effectivement avoir cette bascule entre guillemets ambulatoire. Et je pense que c'est important, il faut toujours revenir sur l'histoire, et je pense parce qu'il y a eu des chirurgiens à un moment donné qui ont une vision et qui ont permis aujourd'hui effectivement d'avoir cette richesse des échanges entre différentes personnes. J'ai 3 questions pour Lionel Ribibaud. Et puis d'abord un tout petit commentaire pour dire que même si on n'est pas du tout au niveau du CHU d'Amiens, ça fait 2 ans qu'on fait du bypass gastrique en ambulatoire. Alors, il y en a 37 à l'heure actuelle, mais ça représente quand même 30% des bypass primaires de première intention en 2015. Et pour contredire Corinne, une fois n'est pas coutume, en fait finalement moi je les revois les ambulatoires effectivement à 3-4 jours, mais je ne revois pas les autres qui sortent le lendemain. Alors je me dis finalement je vais arrêter de les voir aussi. Alors 3 questions pour Lionel Ribibaud. La première c'est comment est-ce que tu gères les complications, parce que quand même tu as bien dû avoir une hémorragie
post-opératoires dans les 48 heures sur les 200 ambulatoires? Deuxièmement, quelles sont finalement les difficultés, quelles sont les causes de non-ambulatoire dans les sleeves que vous avez faites à Amiens? Parce que la semaine passée, à la SMBS, il y avait un chirurgien américain un seul, mais qui a quand même présenté 98% d'ambulatoires, de vrais ambulatoires, sur 680 sleeves consécutives. Et puis la troisième question, c'est est-ce que la pratique de récupération rapide en ambulatoire, mais surtout de récupération rapide en chirurgie bariatrique, est-ce que vous avez réussi à contaminer les autres secteurs de la chirurgie digestive au CHU d'Amiens? Alors sur la première question sur les complications post-opératoires, alors nous on s'était basé en fait sur la consultation à J4 systématique, c'est sur l'analyse rétrospective de notre série, où sur les fistules en fait on avait la majeure partie, 50% de nos fistules apparaissaient à partir de J5. Donc on avait dit on va les revoir à J4, peut-être qu'on aura des signes cliniques avant que le patient soit réellement symptomatique, avoir un petit début de fièvre ou éventuellement sur la prise de sang avoir une CRP qui est anormalement élevée. Sur les 100 premiers patients, on a eu 3 fistules et la troisième fistule, la patiente était complètement asymptomatique. Et en fait, c'est sur la CRP en consultation qui est à 200, on a scanné, on a vu une fistule en fait. Donc on l'a pris en charge chirurgicalement. Et finalement, en fait, c'est des fistules qui ont eu une évolution très très simple en fait. Ça, les fistules, c'est pas grave, mais il n'y a pas eu d'hémorragie? Alors justement, sur les hémorragies, on n'a pas eu d'hémorragie. On a eu un hématome à J8. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu d'hémorragie. Alors tout simplement parce que les hémorragies qu'on a dans le service, c'est jamais enfin, ça n'apparaît pas de façon exceptionnelle. L'hémorragie, c'est la chirurgie qui est difficile, et donc c'est des patients qui, en général, si on devait avoir un souci en ambulatoire, on a une chirurgie qui est difficile, on gardera le patient. Donc en fait, on n'a jamais d'hémorragie qui arrive de façon inattendue. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'était sur... quels sont les éléments qui vous empêche de faire davantage d'ambulatoires? Parce que vous avez publié là-dessus. Bon, il y a un taux d'ambulatoire qui est relativement modeste, comme beaucoup dans ce type de chirurgie. Quels sont les éléments qui vous empêchent d'aller plus loin? Alors déjà, il y a la localisation. En fait, nous, on fait des patients qui sont à 50 minutes du CHU, parce qu'on part du principe que s'il y a une complication, c'est quand même de la chirurgie de l'obésité, donc la gestion des complications est un peu plus compliquée, enfin un peu plus spécifique. Et donc on préfère pas faire des patients qui sont à plus de 50 minutes. Donc déjà on se restreint là-dessus. Et puis après, il y a aussi une chose qui apparaît pas en fait, mais c'est aussi le niveau de cortication des patients. La patiente qui est certes a les critères sur le papier, mais qui comprend pas tout, on va pas lui proposer. Et puis sur le taux d'admission non programmée, enfin sur les patients qui sont gardés la nuit de la chirurgie, en fait sur les 100 premiers, on faisait un TOGD post-opératoire systématique qu'on a arrêté parce qu'en fait 50% de nos admissions non programmées étaient liées à ça, en fait, à des nausées post-TOGD. Donc on a arrêté cet examen. Et enfin, est-ce que vous avez eu une influence sur les collègues qui ne font la chirurgie digestive mais pas de bariatrique? Alors, je crois qu'il il me semble qu'il y a un centre sur Paris qui a commencé à faire de la sleeve en ambu. Global. Chez vous. Pour la chirurgie colorectale, par exemple. Alors, sur l'ambulatoire, on a sur la réhabilitation améliorée, en fait, tous nos patients, quel que soit le type de pathologie, sont pris en charge en réhabilitation précoce. Que ce soit foie, pancréas, chirurgie colorectale, chirurgie gastrique pour cancer aussi. Et puis l'étape d'après aussi, c'est qu'on commence aussi à faire maintenant quelques résections hépatiques mineures en ambulatoire. Et on a même fait la première fermeture d'ilostomie en ambulatoire il y a 15 jours. Donc on est vraiment très actif là-dessus. Après, c'est qui là? C'est François Dravet.
Oui, juste pour dire par rapport à la problématique des réhospitalisations nocturnes, des risques hémorragiques, ainsi de suite, c'est évident qu'en faisant des actes chirurgicaux plus lourds, il faut qu'on accepte d'avoir un taux de conversion plus élevé que quand on fait de la chirurgie très simple, parce qu'en effet, il faut mieux garder un malade qui pose souci, pour lequel on est inquiet, qu'un malade qui rentre chez lui à 200 km et en pleine nuit doit revenir. Ça, ça a été notre politique depuis toujours. Une petite question peut-être pour conclure, mais peut-être aussi un peu provocatrice, mais je voudrais profiter de tous les experts en chirurgie ambulatoire et à réhabilitation rapide pour avoir un peu éclairé ma lanterne. Ça concerne les patients âgés dépendants. Les patients âgés dépendants, c'est encore autre chose que le patient âgé. Est-ce que ça peut être applicable, la chirurgie ambulatoire? Et est-ce qu'il y a des modalités spécifiques? Et est-ce qu'il y a des bénéfices en termes de rendu pour le résultat attendu? C'est un vaste sujet que la comorbidité, et on pourrait effectivement faire une autre séance après les interventions lourdes, les actes lourds, les patients lourds. L'âge, le patient âgé, c'est effectivement le meilleur bénéficiaire de la chirurgie ambulatoire. L'hôpital est vraiment délétère, l'hospitalisation est délétère pour la personne âgée à cause du risque de confusion, et on a tout intérêt à raccourcir au maximum l'hospitalisation en ambulatoire. Les recommandations AFU qui ont été faites se sont interrogées au risque de la personne âgée, et c'est une des recommandations que de favoriser la chirurgie, enfin le mode de prise en charge ambulatoire chez la personne âgée. Ça répond en partie, puisque je parlais moi, du sujet dépendant. Mais s'ils sont dépendants, il suffit de les remettre dans le même état, dans le même environnement que celui qu'ils avaient avant d'arriver, le plus vite possible. Alors, oui. Concernant la personne dépendante, en fait, la différence, c'est que on va gérer non seulement la personne âgée dépendante, mais son entourage, ce qu'on appelle les aidants. Et là aussi, il y a une recommandation qui met un point précis à bien informer les aidants, envisager avec l'aidant la continuité des soins, expliquer et éduquer l'aidant à la surveillance de la plaie, des suites opératoires, de la couleur des urines si on a fait une résection, etc. Donc effectivement, il faut prendre en charge et tenir compte de l'aidant, mais encore une fois, l'ambulatoire est à privilégier chez la personne âgée et dépendante. C'est important de le dire. Je veux conclure par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que souvent, ces patients âgés, dépendants, ils sont en institution. C'est pas facile de leur dire on va vous le renvoyer le soir. Et c'est important qu'ici, on les dit, que ça soit enregistré et qu'on puisse le diffuser. Merci. D'autant plus que le congrès de la Fondation de l'Avenir du 8 décembre a ce sujet à son programme. La chirurgie du sujet âgé dépendant. Bon, alors je vous remercie beaucoup. C'était passionnant de discuter. Et puis on a fait une RCP, là, un peu, on pourrait dire, avec tous les spécialistes. Alors moi, ce que j'ai quand même retenu, c'est que il y a des points communs entre chirurgie ambulatoire et réhabilitation rapide. Alors ce qui m'a intéressé, c'est de voir, surtout avec la petite biblio qu'a fait Lionel, c'est on a l'impression qu'on fait de la réhabilitation quand on fait de l'ambulatoire, mais que finalement il a trouvé que dans des protocoles il y avait l'histoire de l'eau sucrée ou je sais pas quoi. Alors est-ce que vraiment c'est les mêmes protocoles du côté des anesthésistes? Ils se disent pas c'est un ambulatoire, c'est pareil globalement dans les blocs là. Alors, ce qui est clair, c'est que les pratiques, ce qu'on fait en ambulatoire, se répercutent pour même technique chirurgicale, même technique anesthésique, se répercutent sur ce qu'on fait en conventionnel. Mais il faut bien, par exemple, si on prend les carbohydrates, parce que c'est pas de l'eau sucrée, c'est des carbohydrates, c'est une charge en sucre. À ce moment-là, c'est clair que on va pas le faire en ambulatoire, parce qu'aussi on considère consciemment ou inconsciemment, qu'à même chirurgie, c'est moins lourd quand on le fait en ambulatoire que quand on le fait en réhabilitation. Et ça, c'est peut-être quelque chose à faire évoluer. Voilà. C'est comme la gestion de la volémie. Pourquoi est-ce qu'un côlon fait en conventionnel, on va gérer sa volémie en pérope, et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en ambulatoire, alors que maintenant, il y a des moyens non invasifs pour gérer la volémie en péropératoire. Ouais, moi, je trouve que c'est très intéressant de voir que en fait, c'est la même chose. Et je crois que ce qu'on a vu, c'est que ce qui est différent, mais on a presque envie de dire pour l'instant,
parce que j'ai vu que dans la communication de grâce pour le Congrès européen de chirurgie ambulatoire, vous prévoyez de parler des SMS en sortant, donc vous êtes déjà quand même en train de faire de la continuité des soins et de la gestion de risque. Enfin, gestion de risque, ça veut dire voilà, la consultation J4 pour trouver les fistules, ça veut dire le médecin traitant pour faire l'infocell. Donc il y a une continuité des soins et une anticipation de la suite qui ne se fait pas avec la réhabilitation. Et des fois, on a comme ça des patients qui sortent à J1 d'une réhabilitation précoce et qui finalement se retrouvent, je dirais, dans l'air, aucun suivi, rien du tout, alors que celui qui a été en ambulatoire, lui, il va y avoir toutes les cascades avec les barrières de sécurité. Alors c'est un peu dommage, voilà. Et en fait, parce que c'est la même chose en définitive. Et je pense qu'en effet, on souffre beaucoup, et c'était René Amalberti qui avait dit que depuis que les durées d'hospitalisation ont été raccourcies, il y avait une charge de travail sur la ville, et je pense qu'elle est plutôt liée aux sorties rapides plus qu'à l'ambulatoire, qui, elle, anticipe beaucoup plus tout ça. Mais voilà, enfin, c'est les messages qu'on peut retenir. Voilà, merci encore à tous. Alors, pour conclure, je voulais vous informer que dans un an, le 12 octobre, nous avons une séance sur la réhabilitation post-opératoire rapide avec Grace et Karim Slim. Vous êtes tous invités. Très bien. Alors, il m'appartient de conclure cette excellente séance, de remercier pour vous Corinne Vons et Jean-Pierre Triboulet, malgré son absence, ainsi que les conférenciers qui ont tenu en haleine l'ensemble de l'assistance. Je vous rappelle que cette séance va être diffusée dans quelques heures sur Internet, sur le site de l'Académie, sans mot de passe, et vous pourrez vérifier la réalité des propos que vous avez tenus. Pour les membres de l'Académie, la semaine prochaine, en principe, si les choses évoluent normalement, nous tiendrons séance le 25 octobre pour écouter la première séance de la sous-section humanitaire, qui va être comodérée par Claude Huguet et Alain Leduc. Le thème général sera la formation chirurgicale en pays en voie de développement, et ça portera sur les plateformes d'enseignement et le e-learning. Donc rendez-vous sains et saufs à tous la semaine prochaine. Merci d'être restés pendant toute la séance. Au revoir.